Bienvenue sur Intensément. Être parent, déjà, c'est chanceux, très chanceux, pendant au minimum 30 ans pour les plus chanceuses et chanceuses d'entre nous. Et si en plus, on est parent d'enfants neuroatypiques, et en particulier d'enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, comme le très mal nommé TDAH, trouble du déficit avec ou sans hyperactivité, faudrait choisir, le trouble du spectre autistique, donc l'autisme, comme les différents troubles 10, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, dysgraphie, etc., qui sont maintenant classés selon différentes terminologies, les troubles de l'apprentissage, de la coordination avec la motricité, enfin bref, on dirait des titres de commission parlementaire. Eh bien, si on a tout ça, on est encore plus chanceux. On a la chance d'être embarqué dans une merveilleuse aventure de tout instant, avec ses hauts et ses bas, avec ses embuscades, avec ses défis, et tous ces obstacles sont peu connus et documentés. De nos doutes à nos intuitions, du déni à l'acceptation, l'angoisse, la peur, la culpabilité, le refus de nos parents proches, conjoints, de l'école, qui joue le rôle de sniper de morale quelquefois, le parcours du combattant, ou plutôt très souvent de la combattante, médical, psychologique, psychiatrique, pour avoir des réponses et si possible les bonnes. C'est un long et pénible quelquefois périple qui peut durer plusieurs années et plus si affinité. Bref, si comme moi vous avez connu tout ça, je compatis. Il y a en effet donc le vécu des enfants et le vécu des parents. Mélanie Jean Naudin, elle, en a fait un livre. Enfin non, ça c'est pas le livre, c'est le carnet intime de ma fille, mais en fait je n'ai pas lu le livre, je l'ai écouté en version audio. Quand tout bascule. On pourrait naïvement penser que c'est au moment où un professionnel pose un diagnostic et confirme l'atypie de l'enfant que la vie du parent bascule, mais pas du tout. Vous naviguez déjà sur un autre bateau sans préavis ni instruction depuis le départ. Pas étonnant alors que certaines situations vous aient paru anormalement compliquées. Pour beaucoup, instinctivement ou suite à des doutes raisonnables sur une probable atypie, vous avez déjà adapté des éléments de votre quotidien et vos attentes. Le diagnostic n'est donc pas juste une mauvaise nouvelle, il est aussi, n'ayons pas peur de le dire, une étape positive. Cette sensation de ne pas pouvoir fonctionner comme les autres parents devient légitime. Notre premier conseil sera donc, faites-vous confiance. Vous êtes la personne qui connaît le mieux votre enfant. Et si cela ne veut pas dire que vous puissiez réinventer et trouver sans tâtonnement la meilleure façon de l'accompagner vers l'âge adulte, vous êtes et resterez la meilleure personne pour savoir et juger ce qui fonctionnera et conviendra le mieux à lui comme à vous. Mélanie Jean Naudin en a fait un livre donc, un livre qui s'appelle « Parents d'enfants atypiques HPI/TDAH/trouble 10/TSA » et si on parlait de vous pour une fois. Et franchement, sincèrement, ce livre m'a fait un bien fou. Et si on parlait de nous pour une fois, en effet. Et je le recommande à celles et ceux qui vivent ou ont vécu ça. Et comme par hasard, Mélanie Jean Naudin, c'est aussi une fervente défenseuse de la médecine basée sur les preuves, les études, la recherche. Et ça, vous le savez, sur Intensément Podcast, on aime. Alors vous allez me dire, mais alors dans ce cas-là, le HPI, haut potentiel intellectuel, mais qu'est-ce qu'il fait là dans le titre de ce livre ? Eh bien, vous allez tout comprendre dans cet entretien avec Mélanie, qui n'a pas sa langue dans la poche et qui va nous expliquer comment les mythes sur les HPI leur ont fait perdre à elle et sa famille plusieurs années, presque 10 ans, avant d'avoir le bon diagnostic TDAH/trouble 10/TSA pour ses filles. Un témoignage bouleversant que l'on ne retrouve pas d'ailleurs dans son livre. Alors enjoy cette rencontre vraiment chargée de bonne humeur, d'émotions et de rire aussi, parce qu'il en faut, qui encore une fois vous est rendu possible grâce aux contributeurs et contributrices de ce média, que je remercie intensément du fond du cœur. En effet, Intensément Podcast ne vit que grâce à vos dons, ponctuels ou réguliers, et vous aussi vous pouvez y participer. Il y a un lien dans la description. Merci de rétribuer mon travail à sa juste valeur et ainsi vous transmettre les infos les plus fiables possibles sur l'univers HPI, haut potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie, avec une ouverture d'esprit critique. Je vous en remercie vous aussi intensément. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Sur ce, bonne écoute
et bonne visionnade. C'est parti, alors Mélanie Jeannaudin, bienvenue sur Intensément Podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors la première question que je pose toujours, c'est peux-tu te présenter? Ou qui es-tu? On peut dire qui es-tu, par exemple. Diantre, si je le savais. Je suis Mélanie Jeannaudin, je suis la maman de 3 filles, dont 2 diagnostiquées avec des troubles du neurodéveloppement, différents, histoire de varier un peu. Entre autres, après 10 ans de formation, d'intérêt vraiment sur les sujets, en commençant par le HPI, puis sur les TND, j'ai écrit un livre pour les parents d'enfants atypiques, pour une fois pour parler de nous, à nous, parce que j'ai, dans mes premières années, cherché beaucoup de livres qui puissent m'aider à traverser les questionnements qui me venaient au travers des diagnostics et du coup des angoisses et questions que ça créait aussi pour moi en tant que personne, au-delà de mes enfants. Et j'en ai pas trouvé. Un jour, je me suis dit que voilà, il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc un jour, je me suis lancée. Au départ, pour moi, j'avais beaucoup de temps à tuer à l'époque puisque ma cadette avait pas mal de suivi. Donc j'avais entre 1h30 et 4 heures de salle d'attente par semaine. Et donc du coup, j'ai rentabilisé un petit peu ce temps sur un carnet et en fait, c'est devenu un livre. Ok. Puis aussi, tu es assez présente, en tout cas sur LinkedIn, je sais pas, sur d'autres réseaux sociaux. Un petit peu sur Facebook, j'ai vraiment du mal avec Insta. J'ai aussi du mal avec Insta. Alors, je sais pas si c'est un truc générationnel, mais... C'est ça. Moi, je suis la génération Facebook, moi, c'est la génération de daron. Facebook, j'aime bien, mais quelque part, j'ai découvert LinkedIn l'an dernier et ça me plaît parce que j'ai l'impression d'avoir les infos directement à la source quelquefois auprès de tout un tas de spécialistes qui sont pas forcément aussi présents que sur Facebook. Et ça, c'est super intéressant et qui partagent beaucoup de choses. Et tu n'es pas que ça, donc tu fais partie d'une association et tu es père aidante. Je suis effectivement bénévole et dans plusieurs associations. Ça va des associations de parents d'élèves, des établissements de mes enfants, puis au niveau départemental et au niveau académique. Donc c'est l'appel parce qu'elles sont dans des écoles privées. Et puis une association qui s'appelle Inestimable, qui pour le moment est locale, qui est sur Dijon. Moi, ça fait plus de 5 ans déjà, indépendamment de ça, que j'organise des cafés parents sur Dijon pour les parents d'enfants TDAH. Parce que à l'époque, sur des groupes Facebook, il y a des mamans qui avaient soulevé l'idée et j'aimais bien l'idée, mais personne ne le faisait, donc du coup je l'ai fait. Du coup, yeah. Et donc ça fait 5 ans maintenant, plus de 5 ans que j'organise ces cafés par an. Je continue via une association maintenant. Comme ça, on a plus de visibilité et on a toujours du monde, donc c'est vrai que c'est sympa. Ça m'a conforté dans le fait que j'aimais beaucoup échanger avec d'autres parents concernés, que j'aimais beaucoup partager aussi justement ce que moi je pouvais découvrir, apprendre dans mes veilles un peu intensives. C'est devenu un peu mon intérêt total. Je ne fais que ça. Du coup, j'ai voulu en fait, je me suis formée. J'ai une formation aussi en coaching pour pouvoir vraiment avoir les bons outils pour bien accompagner. Voilà, mon objectif, c'est de aussi accompagner les parents en groupe ou en individuel dans ce parcours, en fait, quand on a un enfant avec un trouble du neurodéveloppement et qu'on arrive ou qu'on rame déjà dans ce monde-là. Est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est la pérédance? La pérédance, c'est la capacité de pouvoir aider, partager un moment de parcours, en fait, avec des pairs. Alors, pairs, évidemment, PAIR. En fait, c'est ce que font beaucoup de bénévoles dans les associations de base. La différence, c'est que, pour vraiment partir dans la pérédance au sens plus large, c'est de savoir ne pas généraliser son propre vécu. C'est-à-dire, on a son vécu expérientiel, donc on comprend concrètement ce que vit l'autre parent aussi, dans le cas de figure du parent, puisque là, on parle de pérédance chez les parents. Donc, on est en capacité de vraiment comprendre ce que vit la personne en face parce qu'on l'a vécu aussi. Par contre, ça demande de savoir ne pas projeter son vécu sur la personne qu'on est en train d'accompagner, d'aider, d'avoir des connaissances au-delà de son expérience personnelle. Donc, c'est plus complet. Et c'était pour ça aussi, d'où la formation en coaching. Je ne me prétends pas coach parce que je ne fais pas du coaching. Par contre, ça m'a permis de perfectionner et d'avoir de meilleurs outils, d'améliorer mon écoute active, etc. C'est la maïotique beaucoup. Ça m'a donné des outils que j'utilise dans la pérédance.
Vraiment, ça m'intéresse beaucoup parce que je vois de plus en plus l'utilisation de ce terme. Je vois ce terme traverser mes fils à droite à gauche, père aidance, père aidance. Je sais qu'il y a un diplôme universitaire, mais je sais pas s'il y a un statut. Je sais pas si tout le monde doit forcément avoir passé ce diplôme ou pas. Non, apparemment non. On est encore dans un grand flou. Justement, la profession n'est pas encore encadrée. Enfin, c'est dans les réflexions et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui demande à être encadré. Moi, j'ai vu des bénévoles dire des choses qu'il faut pas. Moi, j'avais l'impression que la paire aidance, ça faisait effectivement le même boulot que les bénévoles d'associations. Et tu m'as dit non, c'est pas le même boulot, que ce soit les cafés rencontres avec les parents, le bénévolat dans l'association et la paire aidance, c'est tout à fait autre chose. En fait, après, c'est mon opinion personnelle, c'est la vision que j'en ai moi. Tous les bénévoles d'associations ne font pas de la paire aidance. Il y a du partage, il y a du soutien collectif. Pour moi, la paire aidance, c'est certains bénévoles, il y en a des très très bien, enfin vraiment qui le font du coup sans le dire, sans mettre le mot dessus. Mais pour moi, c'est ceux qui se sont donné la peine de se former au-delà de leur expérience et de leur vécu, qui ont cumulé aussi du coup les récits et les expériences de beaucoup d'autres parents. Là, on a déjà une vision un peu plus globale. Après, ça demande un positionnement qui est un peu différent parce que dans la paire aidance, il faut faire très attention. On ne se substitue pas aux professionnels de santé. Dans le bénévolat, il n'y a pas de règle. Enfin, on peut entendre de tout. Moi, j'ai entendu, dans des réunions d'associations, des bénévoles donner des avis médicaux à tort, hein, on est bien d'accord. Et donc, du coup, évidemment, si on veut, entre guillemets, se prétendre paire aidant, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Voilà, ça demande, à mon sens, une déontologie un petit peu plus précise, enfin un petit peu plus concrète. Et oui, effectivement, il y a des diplômes qui sont en train d'être créés. On en a quelques-uns à Lyon, à Lille, je crois, à Paris, je pense. Après, pour le moment, on a des DU de paire aidance directe, c'est-à-dire de patient à patient, en santé mentale aussi. Mais pour ça, il faut être soi-même concerné. Du coup, par ne serait-ce qu'un TND. Mais des DU de paire aidance parentaux, enfin de parents d'enfants, ça on n'a pas encore. Mais il y a plein de belles choses à construire. Mais c'est bien parce que c'est quelque chose qui évolue petit à petit et qui apporte quelque chose de plus. Alors, mais par contre, comme tu dis, et ça c'est bien de le répéter, vous remplacez pas les psychologues, les neuropsychologues, les psychiatres, les professionnels, et moi non plus d'ailleurs. Donc tu disais que en fait l'idée d'écrire ton livre, c'était principalement, entre autres, parce que non seulement tu t'es beaucoup renseigné, tu as cette expérience-là, mais en plus parce qu'il n'y avait pas de livres qui en parlaient autrefois. J'ai trouvé des récits autobiographiques de parents, donc j'avais des parents qui partageaient leur vécu. Certaines parties étaient effectivement similaires, mais des bouquins sur les troubles des enfants et du coup qui donnaient des conseils aux parents, ça j'en ai trouvé, il y en a des très très bien. Alors quand les enfants ont 6 diagnostics plus CHP, ça fait quand même 7 bouquins différents à minima, hein, quand même. Par contre, qui parlaient vraiment aux parents, indépendamment de l'enfant en fait. Le problème c'est que on est systématiquement relié. Tout est vu par rapport à l'enfant. Donc c'est notre positionnement par rapport à l'enfant, notre ressenti par rapport à l'enfant, etc. Moi, j'en cherchais un qui répondait à mes questions à moi, en tant qu'être humain, adulte, personne, et pas juste parent de. Et indépendamment finalement des troubles. En fait, comme mes enfants ont des TND très différents, moi, j'ai vraiment pu constater qu'il y a une partie du parcours qui est très transversale, au niveau des questionnements, des difficultés, des relations avec l'entourage. Toutes ces choses-là, en fait, elles dépendent pas vraiment du trouble. Ou assez peu, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment transversales. Et du coup, je voulais un livre commun, qui ne soit pas un par trouble, en fait, encore. J'ai un éditeur qui avait répondu, qui était intéressé par le texte, mais qui justement voulait qu'on en fasse un par trouble, en fait, en me disant oui, mais les troubles, ils sont très différents, donc je dis oui, mais le ressenti parental, non. Je n'aborde, à aucun moment, je n'aborde les troubles eux-mêmes. Oui, mais en réalité, beaucoup d'enfants qui ont une neuroatypie en ont plusieurs, quoi, en fait. Alors, oui. Clairement, on peut citer le TDAH, par exemple. Le TDAH tout seul, c'est l'exception. Ouais, la norme, c'est avec des comorbidités, toujours. Oui. Enfin, oui. Dans une proportion énorme. Enfin, vraiment, le TDAH tout seul, c'est l'exception. Et c'est pour ça que là, par exemple, suite à mes cafés parents, j'ai des parents qui se sont rencontrés, qui ont fait connaissance et qui, en fait, ont créé une association. C'est l'association locale dont je te parlais. Elle s'est créée à partir de mes cafés parents. Et justement, c'est une asso qui est ouverte à tous les troubles du neurodéveloppement et qui est pas spécifique uniquement pour le TDAH ou uniquement pour le TSA ou pour un trouble 10.
parce qu'en plus, c'est un trouble à la fois. Donc, et en fait, on réalisait bien, nous, en discutant dans nos cafés, dans nos échanges, etc., que nos enfants, ils avaient tous plusieurs trucs, en fait. Enfin, Ben oui, évidemment. oui, mais alors après, la question c'est, est-ce que toi tu mettrais tout ça sous le terme chapeau neurodiversité, neurodivergent, neuroatypique? Alors, j'utilise pas du tout le terme neurodivergent. J'ai pas d'aversion spécifique, mais c'est pas un terme que j'utilise du tout. Neuroatypique, oui. Atypique tout court, du coup, souvent, d'où le titre. Et puis, trouble du neurodéveloppement, parce que de facto, c'est le plus grosse part, concrètement proche oui. de... Et alors, ce qui m'a touché surtout dans ton livre, c'est que effectivement, tu abordes non seulement les challenges qu'on peut imaginer, d'amener ses enfants à différents rendez-vous médicaux, essayer de trouver le bon spécialiste, tout ça, mais pas que ça, aussi de l'accepter, de le transmettre à ton entourage, parce que l'entourage est pas forcément sachant lui aussi, ne croit pas forcément à tout ce que tu vas lui dire, et aussi se poser la question si soi-même aussi on a un trouble petit à petit, en regardant son enfant, ce qui est l'expérience de beaucoup. Oui, que ce soit alors évidemment le TDAH, mais dans les autres aussi, il y a une grosse composante génétique et d'héritabilité, ça on le sait. Et ça, j'ai pas vu beaucoup de livres parler de ça, de cette lutte pour faire accepter le problème qu'a son enfant aux autres. Et ça, t'en parles vraiment bien. C'est un sujet qui est assez récurrent. Au départ, l'entourage familial, enfin déjà direct, quand il y a un parent et l'autre qui est plus sceptique. Déjà, dès le départ, on trouve ce schéma-là assez souvent. Et puis après, on peut s'éloigner de strate en strate. On va l'avoir dans tous les niveaux. J'en ai vécu une partie. J'ai aussi entendu énormément de récits et beaucoup échangé avec d'autres parents qui en ont vécu d'autres. Et c'est vrai que c'est un élément, enfin, moi, je vois beaucoup dans nos échanges, y compris au café parents, ou quand j'accompagne, c'est quelque chose qui revient. C'est comment expliquer aux grands-parents, souvent, le trouble. Parce qu'on reçoit des remarques, mais de l'espace des fois, très au-delà de ton vaisseau. Hein. On capte des trucs. Et c'est vrai que moi j'ai eu des expériences improbables. J'ai une anecdote, si tu veux. J'étais chez le coiffeur. Donc tu vois, t'as un endroit où t'es un peu tranquille en théorie. Tu vois. Et j'avais un coiffeur très bavard, très carré. Enfin voilà, le super coiffeur. Et il me demande des nouvelles de mes filles, y compris surtout de ma deuxième, parce que c'était la période justement où ça avait été très difficile. Et il savait que on était lancé dans des bilans et on s'était pas vu depuis un moment parce que j'avais déménagé et je vais profiter de vacances pour repasser le voir. Et en fait, donc c'est ma cadette qui a un trouble du déficit de l'attention. Et donc lui, il est en train de terminer le brushing de sa cliente précédente pendant que j'attendais et il me demande des nouvelles. Donc je commence à lui dire tu sais en fait on a eu le diagnostic, elle a un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité dans son cas. Et là la cliente intervient. Ah, mais de toute façon, aujourd'hui, ils sont tous les enfants, dès qu'un enfant bouge, il est hyperactif. Pardon? Ben ouais. En fait, il y a ce côté déjà, rien que pour commencer, de se donner l'autorisation de rentrer dans des conversations, qui est assez fascinant. Après, mon grand jeu, c'est de faire les choses un peu dans l'autre sens, mais j'aime bien ce genre d'échange, donc ok, allons-y. Non, en fait, il y en a pas plus qu'avant. C'est à la mode. À la mode de rien du tout. C'est un trouble qui est ancien. Enfin, ça fait plus de 200 ans qu'on a des références dans les littératures médicales, sans parler des autres. Donc non, il n'y a pas plus d'hyperactifs. Et non, on parle pas d'un enfant juste qui bouge. Là, je peux vous confier ma fille une semaine, on en reparle au bout de 2 heures, je pense. C'est pas juste une question d'agitation et c'est pas juste parce qu'elle a besoin de courir dehors. Et mon coiffeur qui continue et qui me demande du coup si elle est sous traitement parce qu'il a un autre petit garçon dont il coiffe la maman et dont qui coiffe aussi et qui lui est sous traitement et il me dit c'est incroyable. Et alors, madame réintervient donc je réponds quand même. Ah oui, de toute façon, maintenant, on les drogue pour les calmer. Excusez-moi, madame, c'est très maladroit ce que vous venez de faire, en fait. Ah bon? Je fais, oui, vous m'avez pas demandé si ma fille était sous traitement, donc c'est très maladroit. Et en l'occurrence, je vais t'épargner toute l'explication, mais l'idée, c'est, je lui ai expliqué que non, c'était pas pour les calmer, puisqu'en l'occurrence, c'est un excitant qu'on leur donne, hein, donc on n'est pas en train de les assommer, c'est pas un somnifère, c'est un excitant. Donc, on a toujours les mêmes remarques, c'est des amphétamines. La petite blague que j'ai sautée, c'est que quand elle m'a expliqué que tous les enfants étaient hyperactifs maintenant,
Dès qu'un enfant bougeait, les parents du coup prétendaient que l'enfant était hyperactif. Et là, moi, je vais dans son sens dans ces cas-là. Je suis bien d'accord avec vous, c'est un vrai problème. Là, ces parents qui, dès qu'ils arrêtent d'élever leur gamin, prétendent qu'il est hyperactif et pour tout lui passer, c'est un vrai problème. Parce que pour nous, dont les enfants ont un vrai diagnostic médical, on nous entend plus. Du coup, on a droit à ce genre de remarques, en fait. Alors, je sais plus si tu abordes ça de cette manière-là dans ton livre, mais que ce soit le TDAH ou l'autisme, finalement, je crois, pour la dyspraxie, tout ça, ça se pose pas parce que ça, c'est autre chose. Il y a aussi les répercussions du trouble qui doit être dans plusieurs domaines de la vie. Donc, il y a le domaine scolaire, le domaine familial et on va dire le domaine pour les enfants des jeux avec leurs copains, le domaine social, etc. Souvent, en fait, on met le focus sur le domaine scolaire. Parce que chez nous, en fait, chez nous, les pays occidentaux au sens général, ce qui va aussi beaucoup amener au diagnostic, c'est des difficultés scolaires, mais prioritairement l'agitation scolaire. L'agitation à l'école, pour être exact. Ça, c'est ce qui va permettre, en tout cas, une recherche de diagnostic. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de garçons diagnostiqués que de filles chez les jeunes, parce qu'il y a plus d'hyperactivité présente. Le plus souvent, c'est des généralités, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des garçons qui n'ont pas d'hyperactivité, il y a des filles qui en ont, je le sais d'expérience, mais parce qu'on me dit, les filles, elles sont pas hyperactives. Les miennes, si. Mais si tu veux, à l'école, c'est ce qui va forcément tirer une sonnette d'alerte et donc va amener à une recherche de diagnostic. Et d'ailleurs, le ratio à l'âge adulte est quasiment de 1 pour 1, alors que on a actuellement un ratio de 3 garçons pour une fille en diagnostic avant 12-15 ans. Donc, si tu veux, mais parce que dans nos pays, l'agitation à l'école pose problème et donc du coup va amener à une recherche de diagnostic, entre autres. De mémoire, c'est aussi Sébastien qu'en avait parlé, on a les mêmes sources. En fait, la prévalence est pratiquement identique dans le monde entier, hein. C'est pas juste dans nos pays, c'est pas juste les écrans, n'est-ce pas? Mais ou le sucre. Par contre, il y avait une majorité, nous, de TDAH mixte, c'est-à-dire avec hyperactivité et inattention, puis aussi d'hyperactivité. Et en fait, par exemple, en Afrique, c'est l'inattention dominante qui est plus courante. Okay. En tout cas, qui est plus vue, ou qui va amener au diagnostic. La proportion de TDAH est la même, mais après, les signaux, les symptômes qui vont pousser au diagnostic et qui vont alerter ne sont pas forcément les mêmes. Oui, ça ne veut pas dire que les TDAH eux-mêmes sont différents. Ouais, mais ça fait qu'effectivement, étant donné, moi j'ai l'impression qu'étant donné qu'il y a ce focus sur le scolaire, on loupe, et c'est là où c'est plus ou moins en lien avec le coup du HPI, puisque il paraît que le HPI, ça aiderait à mieux masquer que ce soit l'autisme ou que ce soit le TDAH, mais il n'y a pas que le HPI, il y a aussi le fait d'être une fille. Alors imagine une fille HPI. Alors imagine une fille HPI. Et ce qui fait que si au final on arrive à être calme à l'école, à suivre les normes sociales et à faire bien son travail, ce qui m'est arrivé, ou ce qui t'est peut-être arrivé, ce qui est arrivé à plein de gens, on loupe les machins. Par contre, il doit se passer quelque chose chez le parent qui doit se dire pourquoi mon enfant est surexcité chez moi et quand il joue, peut pas se concentrer ni rien, mais super. Ouais. C'est une question qu'on voit énormément. Sur les groupes, sur les échanges, etc. C'est une question qu'on voit énormément. Mais pourquoi il est comme ça en plus, c'est très frustrant côté parents. Ben oui, c'est ça. Donc, tu disais que le niveau d'alerte, je reprends dans l'ordre, le niveau d'alerte était plus souvent à l'école. Je pense que c'est pas tout à fait exact. C'est surtout qu'on n'écoute pas les parents. Les parents, souvent, ils ont alerté depuis longtemps. Il y en a au moins des deux qui a repéré qu'il y avait un truc. Les parents, ils ont parfaitement conscience qu'ils rament et que tous les conseils des magazines, ils marchent pas. Donc à un moment, donc après ils ont deux options, soit ils sont complètement débiles et ils arrivent pas à appliquer les trucs des magazines alors que tous les autres y arrivent. Bon, tu doutes un moment quand même toujours, hein, mais tu dois, au bout d'un moment tu réalises que y a pas de raison que tu y arrives moins bien que les autres. En tout cas, il faut vraiment pas rester à ce stade de croyance, pitié, continue à avancer. Et après on se dit peut-être que c'est quand même mon enfant qui est le plus difficile et c'est entre autres ce que j'aborde aussi dans le livre, c'est-à-dire c'est très culpabilisant. Autant on peut s'auto-critiquer sans culpabiliser, c'est-à-dire se créer de la culpabilité, mais pas culpabiliser de culpabiliser. C'est-à-dire, on va se dire qu'on n'est pas bon, qu'on a fait mal les choses. C'est notre premier réflexe parce que il est quand même beaucoup moins culpabilisant que de se dire notre enfant, notre merveille des merveilles, a un défaut, est différent.
Et ça, c'est une étape qui est super difficile. Et toute la période où on va justement ramer et se poser des questions sans oser enclencher, c'est ultra dur, ultra culpabilisant, et c'est pas toujours facile de s'en ouvrir parce qu'on n'a pas toujours un entourage qui l'entend. Surtout au tout début, quand c'est visible qu'à la maison, comme tu le disais, et que à l'extérieur, c'est moins visible parce que aussi c'est moins long. Du coup, on nous fait douter de nos propres questionnements, donc on se fait dire qu'on est des mauvais parents d'oser penser alors qu'il n'y a rien. Et vous n'imaginez pas, cher entourage, le bien que vous faites le jour où vous dites « il n'y a pas un problème ?» Si, on n'attend que ça, que vous nous demandiez ça pour qu'on puisse vous dire « ah, tu trouves aussi ?» Mais c'est normal, ça nous permettra d'ouvrir nos doutes. Alors, d'être rassuré aussi parfois, c'est très bien, parce que des fois, on doute trop, donc c'est très très bien. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que des fois, c'est peut-être un peu intense quand même. Tu trouves pas que crier pendant 2h30, c'est un petit peu excessif Mais c'est fascinant parce que j'ai l'impression d'entendre ton livre. D'ailleurs, ton livre, je l'ai entendu en audio, mais je veux dire, tu aurais pu écrire 7 livres en même temps, vu comment tu as une facilité à exprimer tout ça. Et c'est. Puis moi, je trouve que il y a toute cette période-là où on doute, et puis toute cette période-là où tu parles de ça très bien dans ton livre, où on passe le pas, on fait les recherches, on fait appel à des spécialistes et on fait appel à une recherche de diagnostic, et là c'est pareil, on est obligé de ramer contre son entourage. Oui. Parce et des fois contre les spécialistes, parce que c'était pas les bons. Les spécialistes, et des fois contre les professeurs, tout ça. Enfin, moi, à titre personnel, je vois par rapport à mon fils, je veux dire, j'ai détecté super tôt tout un tas de trucs, il a fallu que je rame pour le dire, pour le faire accepter à la famille entière, et où on me disait mais pourquoi tu te poses des questions? Il va très bien parce qu'il a des très bons résultats en classe. Et le problème, c'est qu'on regarde que la classe, ou alors et que c'est pas quelqu'un d'agressif ou de dangereux. Mais ils vivent pas 24 heures sur 24 avec. Ils ressentent peut-être pas la même chose que nous on ressent. Et c'est là où ton livre il fait vraiment du bien. Tu dis si on ressent quelque chose, il faut se faire confiance. En fait. Et pour moi, la phrase la plus importante du livre, si je dois le résumer, c'est « faites-vous confiance ». Je veux dire, au pire, vous aurez la réponse. S'il n'y a pas de trouble, tant mieux. Vous serez sûr, vous pourrez passer à autre chose. Mais en attendant, si vous avez un doute, et si vous conservez un doute, gardez-le, écoutez-vous. Ne vous précipitez pas, mais écoutez-vous. On reste l'expert absolu de son enfant. Moi, j'ai effectivement vu le TDAH très très tôt chez ma deuxième. Pourtant, je connaissais beaucoup moins bien le TDAH que maintenant, et j'en connaissais un peu plus en mode cliché, on va dire. Mais bon, j'ai grandi avec un frère hyperactif, donc je voyais bien que à 6 mois, on l'appelait le bébé papillon. Elle passait d'une chose à l'autre. Enfin, on avait vraiment. Et malgré tout, j'ai mis du temps avant de me dire que c'était vraiment ça, et à partir sur l'idée du diagnostic. Et tout mon entourage me disait, mais non. C'est juste parce que tu compares avec ton aîné qui était très calme. Oui, mais non. Moi, je la vois avec ses copains de classe, et je vois bien la différence avec les copains de classe. Je t'assure que, d'accord, le contraste avec mon aîné qui est en fait est autiste, oui, là, effectivement, le contraste était très intense. Mais au-delà de ça, il y avait quand même des signaux, mais que, en fait, mon entourage remettait en question beaucoup aussi au début. Et après, quand elle a grandi, là, l'écart est devenu vraiment très flagrant, et c'est rigolo parce que voilà, 2-3 ans plus tard, plus personne ne remettait en question le diagnostic. Enfin, c'était une évidence pour tout le monde, alors que 2 ans plus tôt, on m'expliquait que mais je me faisais des films. C'est juste que nous, on les a tout le temps en fait, et qu'on les connaît le mieux. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et alors là, on a un peu bloqué sur le TDAH, c'est vrai, mais c'est vrai que comme tu dis, tu as ta fille qui est autiste, et puis il y a aussi tous les 10 et tout un tas d'autres expressions des troubles neurodéveloppementaux. Et c'est vrai, donc tu parles de tout ça. Alors je suppose que pour l'autisme, c'est une expérience complètement différente. Comment ça s'est passé avec ta fille? Parce que souvent, on dit que l'autisme, ça peut se voir bébé. On le dit, mais... Ouais, mais tu vas beaucoup aimer, mais la blague, en fait, c'est que ma fille, elle est au potentiel. Eh oui. Donc c'est une fille au potentiel en fait. Eh oui. Donc en fait tout venait de là. Cherchez pas, madame. Donc au début j'ai eu votre enfant elle est précoce. D'accord. Mais comment on fait? Parce que là c'est compliqué quand même pour elle le quotidien à la maison. C'est dur. Donc tu as été victime toi effectivement de la désinformation sur le haut potentiel intellectuel. Nous on nous a parlé de précocité dès l'âge de 5 ans. On avait
Évidemment, voilà, il y avait des choses qui étaient très présentes depuis toujours, mais nous, c'était notre première en plus, donc voilà. Après, du coup, il y avait des éléments qui étaient ultra facilitants. Une enfant qui obéit, enfin qui respecte les règles dans l'absolu, c'est super cool. Enfin, je veux dire, il y a aussi du positif. On va pas se mentir. Et donc, on nous a parlé de précocité, et puis quand on a commencé à creuser un peu plus tard, on nous a parlé, alors cette fois-ci de HPI. Mais excuse-moi, parce que ça, je sais pas si tu le dis dans le livre, donc c'est juste... C'est qui t'a parlé de précocité au départ? Une psychologue. C'est une psychologue que t'es allé voir et qui sans remarquer, et encore une fois, moi j'ai passé 55 ans 53 ans sans qu'on remarque que j'avais un TDAH, mais en ayant vu au moins une quinzaine de psychologues et de psychiatres dans ma vie, et donc cette psychologue, sans remarquer que ta fille avait un TSA, un trouble du spectre autistique, a mis tout ça sur le coup de la précocité, donc. Ouais. Mais c'était quoi? C'était quel signe qui t'avait amené à voir une psychologue pour ta fille? Alors, principalement, le fait qu'elle faisait des crises qui duraient entre 2 et 3 heures. Ah. Et c'est long. À 2 ans, enfin, tu vois, à 2 ans et demi, ça durait déjà 2 bonnes heures, en fait. Et c'est long. C'est vraiment cette difficulté à redescendre. Quand je parle de crise, c'est vraiment des crises très intenses, Avant 2 ans, elle tombait même dans les pommes, tu vois. Enfin, on était vraiment sur des... Voilà. Et là, carrément, on a parlé de précocité à propos de ça. Donc là, on m'a expliqué qu'elle était précoce. Alors, précoce, moi, ce que j'entends dans précoce, c'est elle est en avance. Alors oui, effectivement, elle est rentrée en petite section, elle connaissait toutes les couleurs, elle savait compter jusqu'à 15. Donc oui, effectivement, le côté précoce, si tu veux, c'est quelque chose que j'avais... Oui, elle était en avance. Mais si tu veux, là où c'est un piège, c'est que moi, j'ai compris que du coup, ça allait s'atténuer, en fait. Enfin, c'est pas la seule précoce de la famille. Enfin, voilà, des enfants en avance, j'en ai connu aussi dans ma famille. Voilà. Donc, on n'avait pas cherché beaucoup plus loin, on s'était pas inquiété. Par contre, cette psy, elle nous a vraiment super bien aidé à reprendre confiance en nous, en fait, à se refaire un peu plus confiance et dire, wow, utilisez votre bon sens, tout va bien. Et ça, je la remercie vraiment, vraiment. Elle est d'ailleurs en dédicace à la fin du livre, je la remercie. Donc, mais il y a eu ce piège, en fait, de précocité. En fait, il y avait bien eu un WIPSI de fait à l'époque, et en fait, elle était au potentiel, mais elle n'avait pas utilisé le mot. Et là où je me suis fait piéger, c'est 4 ans plus tard, quand j'ai voulu, on avait déménagé, on a dû chercher du coup quelqu'un qui puisse l'accompagner à nouveau. J'avais repéré quand même des éléments, des rigidités à la routine et au changement qui étaient vraiment très 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 intenses, et une difficulté de gestion des émotions qui était toujours là, et on voulait chercher quelqu'un qui puisse l'aider, et on avait pensé au TSA du coup, quand même. À force, faut dire Internet, c'est une source de plein d'options, et donc on avait quand même trouvé des choses. Alors comme c'est une fille, elle répondait pas vraiment, enfin c'était oui et non, enfin bref, c'était très très compliqué. Donc on a été voir une neuropsychologue pour faire les bilans de TSA. Et en fait, à la fin de l'anamnèse, elle nous a dit non mais votre fille, elle est au potentiel. Donc du coup là, tout vient de son HPI. HPI. Elle me dit oui, au potentiel intellectuel. C'est ce que j'appelle précoce, c'est ça? Oui, mais en fait, c'est un fonctionnement différent. Ça va pas. Ah, donc ça va pas disparaître dans le temps? Non. D'accord. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le HPI. On fait pas les bilans. Et donc, effectivement, je suis tombée, comme beaucoup de parents, dans le piège du HPI. Et donc, avec les lectures classiques. Mais c'est dingue, parce que quand on voit le nombre de témoignages et le tien est flagrant, quoi. Enfin, on peut imaginer que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Ah oui, ça c'est pas. Non, au début, j'ai eu l'impression qu'on me donnait un trousseau de clés, quoi. Genre, ça répondait tellement à plein de trucs. Sauf qu'on n'arrivait toujours pas à aider notre fille de façon concrète. Enfin, on voyait bien. Et c'est la première psychologue qu'on est retourné voir en région parisienne à l'époque. Qui nous a dit mais si vous prenez en compte tout ça et que ça va toujours pas, creuser le TSA quand même, quoi. Franchement, écoutez-vous, quoi. Merci. Ouais, mais alors, enfin, je sais pas. Là, j'ai presque la moutarde qui me monte au nez parce que en plus, t'as pas la fin en plus. Oui, d'accord, on va voir ça. Mais moi, j'ai presque envie. Je vais dire un truc que si ça se trouve, je vais même pas mettre à l'enregistrement, mais j'ai presque envie de dire, mais est-ce qu'on peut pas porter plainte, peut-être pas contre ces personnes-là, parce que ces personnes-là, elles sont victimes. Je pense qu'elles ont lu les mauvaises. Oui, parce qu'elles sont sincères. Elles sont sincères. Elles essayent pas d'arnaquer quelqu'un en disant tu es au potentiel intellectuel. C'est pas pour arnaquer. C'est qu'il y a un problème manifeste de formation et des livres qui peuvent arriver sur leur bureau, et qu'elles peuvent lire pour se former. Je sais pas, quoi. Malheureusement, on peut pas. Il y a
pas mal de courants en fait en psy générale et si tu veux on peut pas c'est difficile d'en interdire une partie ou autre. Après je trouve qu'effectivement c'est un vrai sujet mais là pour le coup faut que les pros s'en occupent entre eux quoi. Enfin là clairement en tout cas nous quand on a voulu recreuser la piste à nouveau on a eu droit à nouveau à non en fait elle est pas autiste. On fait pas les bilans complets ça sert à rien elle est en dépression. Et donc c'est parce qu'elle est au potentiel, elle est en dépression. Oh là en fait, là là là. pour être exact, parce qu'elle est au potentiel, elle a un trouble anxieux généralisé, et parce qu'elle a un trouble anxieux généralisé, ça montre qu'elle est en dépression. Mais c'est dingue. En quelle année, pardon, tout ça? Là, on était en 2016, 2017. Oh, c'est dingue. Et donc, si tu veux, moi, je lui demande ce qui lui fait dire qu'elle est en dépression. Donc, et ce qu'elle me décrit, en fait, je lui dis, mais elle est comme ça depuis qu'elle a 2 ans. Donc, oui, elle est en dépression depuis qu'elle a 2 ans. Donc, tu te sens la meilleure mère du monde? Là, ce jour-là, tu as envie de te donner la palme absolue, tu vois? Donc, ok, mon enfant est en dépression depuis qu'elle a 2 ans, elle en a maintenant 9. Je suis un monstre. Genre, Et puis là, ça arrive aussi à cause du haut potentiel intellectuel, mais je suppose, c'est toi qui vas me le dire par rapport à ton expérience que tu as des parents et de tout ce que tu rencontres. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de fausses infos, de stéréotypes et de trucs comme ça qui circulent directement sur les troubles du neurodéveloppement, quels qu'ils soient. Et donc, sans l'appel au haut potentiel intellectuel, on peut avoir aussi des errances médicales parce qu'on va pas prendre en compte le fait que la personne soit autiste, TDAH, 10 ou je sais pas quoi. C'est ce qui arrive dans beaucoup de récits. Donc, nous, après, au bout de 6 mois, avec un psychiatre inutile, absolu, on a arrêté tout ça et on est parti sur Paris pour voir un vrai spécialiste, un psychiatre spécialisé dans l'autisme au féminin. Et j'avais besoin de savoir une bonne fois pour toutes si c'était ça ou pas. Et donc, je savais que si lui il me disait que c'était pas ça, au moins je serais certaine que c'était pas ça. Et en fait, c'était clairement ça. Donc voilà. Et les bilans qui avaient été refusés depuis le début, ils ont fini par être faits et c'est sans équivoque. Et en tout, ça aura pris plus de 10 ans. Donc. C'est ça. Oh là là. Enfin, je dis statistiquement, pour une fille au potentiel, elle est diagnostiquée tôt. Oui, je crois que j'avais lu des statistiques dont je me rappelle aucun chiffre, mais le temps d'errance médicale avant qu'on soit identifié TDAH ou autiste, ça peut être super long en fait. Ça peut être très long. Mais j'ai failli avoir la même chose pour ma deuxième. J'ai eu droit à la même blague. Rendez-vous pour des bilans d'attention et anamnèse. Et non, mais il n'y a pas besoin de faire les bilans, tout vient de son potentiel. Elle a trop d'idées dans la tête. Ah là là là. Non, on va pas me la faire 2 fois en fait. Là, je suis quand même plus sûre de moi là. Donc en fait, vous allez les faire les bilans et puis après on va en reparler. Passer 1h30, 2 heures avec elle toute seule en tête à tête, puis on en reparle après. Mais c'est dingue parce que je suppose que tu leur parlais pas comme ça forcément, que tu mettais beaucoup de diplomatie pour leur parler, je suppose. Qu'est-ce que te disaient les spécialistes à ce moment-là quand tu leur disais mais non, moi ça y est, je me suis renseigné, je sais bien que c'est pas ça ou blablabli ou blablabla. Alors sur le TSA, j'avais toujours un doute. Enfin, comme elle ne rentrait pas dans les stéréotypes du TSA masculin, sans haut potentiel en l'occurrence, c'était un monde plus mystérieux pour moi à l'époque. Donc j'avais des moments où j'étais sûre et des moments où je l'étais pas du tout. Donc face à un professionnel. Mais tu avais eu accès à tous les livres qui dénonçaient les mythes sur les hauts potentiels intellectuels ou pas encore? Alors non, je commençais à sortir de ça. Après j'ai eu un gros coup de pas de bol aussi, puisque je regardais beaucoup le blog Tribulation d'un petit zèbre et j'avais acheté le bouquin et du coup ça raconte la vie de son fils. C'est une maman qui raconte la vie de son fils, qui est très haut potentiel. Et il y avait quand même plein d'éléments qui, effectivement, répondaient. Sauf qu'à l'époque, elle avait juste pas encore annoncé qu'il était autiste, en fait. Oui, voilà. Donc, c'est quand même important. À quelques années près, j'aurais pu le savoir avant. Oui, ouais, excuse-moi de te couper. Mais c'est vrai que ça me fait penser à un truc auquel j'ai réfléchi hier soir, c'est de faire un épisode sur le nombre de gens qui ont commencé des blogs, d'influenceuses, entre guillemets, qui se sont appelées zèbres, au potentiel, machin, tout ça, qui, en fait, annoncent qu'elles sont maintenant, en fait, TDAH ou TSA ou tout ça. C'est impressionnant. Il y en a beaucoup. En fait, c'est souvent un point d'entrée, en fait. Parce que, par défaut, c'est un des premiers bilans qu'on fait. Alors avant, ça servait surtout à vérifier qu'il n'y avait pas de déficience intellectuelle. Maintenant, comme on a nos mythes de problématiques avec le haut potentiel, on vérifie, c'est lui qu'on cherche, en fait. Là où c'est un problème, alors autant, moi je trouve très pertinent de vérifier s'il y a un haut potentiel ou non, parce que ça va donner une information sur la capacité de compensation ou non. Là où j'ai un problème, c'est qu'on y met les mythes.
Du coup, l'idée que il y a l'hyperémotivité qui va avec, que le trouble anxieux est très souvent relié, des éléments qui en fait ne sont pas du tout reliés au HPI, qui sont en fait des signaux d'un autre trouble. Moi, mon problème, c'est pas qu'on cherche le haut potentiel, mon problème, c'est qu'on s'arrête au haut potentiel. Et oui, exact. Et si tu veux, pour le coup, je trouve que c'est pertinent à savoir parce que effectivement, ils vont y avoir une capacité à masquer, à adapter. C'est la définition de l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation. Donc oui, ils l'ont. Et du coup, ça rend des fois le trouble un peu plus difficile à repérer, ou en tout cas, il faut le prendre en compte dans les bilans de ces troubles-là. En tout cas, c'est clairement ce qui se dit, ce qui se répète au niveau des professionnels qui se forment dessus. Moi, j'ai eu le cas de figure d'une orthophoniste qui avait fait un bilan sur une de mes filles, qui avait conclu qu'il n'y avait pas de dysorthographie parce que elle avait 4 ans d'avance en lecture et 1 an et demi de retard en orthographe par rapport à sa classe d'âge. Et en fait, en tant qu'orthophoniste, il y avait des formations à Montpellier, justement, sur le haut potentiel. Son enfant étant concerné, elle était partie le faire. Et quand elle est revenue, elle me dit, vous allez me redonner le bilan, puis je vais vous changer la conclusion. Parce qu'en fait, il fallait que je le prenne en compte quand, au niveau de l'âge. Donc, en fait, comme elle est haut potentiel, elle est pas sur sa classe d'âge exacte et qu'elle a 4 ans d'avance en lecture, elle devrait pas avoir 1 an et demi de retard en orthographe. Donc, elle est bien dysorthographique, en fait. Excusez-moi. Donc, tu vois, il y a des moments où c'est pertinent. Même pour le TSA, la capacité d'observation, de compréhension lui permet, même si c'est absolument pas naturel, de s'adapter et de masquer des choses que, voilà, c'est un atout. Je le constate très bien. Enfin, dans le TDAH aussi, ma fille a une capacité d'écoute qui est quand même très très compliquée. Mais elle est au potentiel aussi, et du coup, ça lui permet quand même de s'en sortir malgré tout. La neuropsy qui m'avait dit de ne pas faire le bilan au départ, et à qui j'ai imposé de faire le bilan quand même, nous a expliqué à la restitution, si votre fille, elle était en grande section de maternelle à l'époque, et elle me disait, en fait, son TDAH est extrêmement sévère, mais son haut potentiel, en fait, le compense, entre guillemets. Normalement, quand il y a un haut potentiel, le TDAH est léger, en fait. Enfin, il est pas intense. Et là, il est quand même à l'autre bout de la courbe de Gauss, hein, donc elle est aux deux extrêmes. Ces profils-là, d'habitude, on ne les voit pas. En fait, on voit ni l'un ni l'autre, ni le haut potentiel, ni le TDAH. Et donc, elle me dit, ces profils-là, en fait, je les vois arriver dans mon bureau à 18 ans complètement détruits. Ah ouais. Donc, en fait, votre fille, elle a eu beaucoup de chance que vous insistiez. C'est là où on est fier de soi. Oui, ça, c'est un moment beaucoup plus positivement. Mais alors, si je comprends bien, donc ta première fille, c'est celle qui a le TSA plus je sais plus quoi, plus dysorthographie plus je sais plus quoi, et en fait tout ça s'est diagnostiqué avant ou après que ta deuxième fille soit diagnostiquée TDAH? Juste après. Ouais. En fait, ça a été un jeu de domino, mais le haut potentiel de la grande. En premier. Puis 3 ans plus tard, toujours pas de diagnostic pour la grande et là on enclenche vraiment une errance de mais non mais c'est des troubles anxieux, c'est tout le HPI, etc. Et doute en fait pour ma cadette sur un problème d'attention et donc j'enclenche déjà pour vérifier si elle a un haut potentiel comme sa sœur ou non. Alors attends, je te coupe juste 2 secondes parce que quand tu parles, ça a l'air facile, mais parce que je l'ai vécu aussi. Quand tu dis j'enclenche, c'est tout un processus où tu dois prendre des rendez-vous, où tu dois trouver la bonne personne, où tu dois y aller et souvent c'est pas à côté. Et encore, tu vois, j'ai pas fait les choses maintenant que je connais mieux, les diagnostics, les démarches, etc. Est-ce qui est nécessaire ou non, je ferai différemment et pour ma dernière, ça sera différemment. Mais à l'époque, en tout cas, je suis partie du haut potentiel de ma fille aînée et en fait, pour être équitable, au même âge, j'ai fait vérifier ma deuxième. Elle, pour le coup, c'était officiellement pour être équitable vis-à-vis de mon entourage. En vrai, c'était parce que je sentais bien qu'il y avait un TDAH et que à l'école, elle était standard, en fait, elle était moyenne, elle avait pas d'avance et je sentais qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose en fait qui freinait. Et donc, j'ai dit, on va vérifier. S'il y a bien un haut potentiel, ça veut dire qu'il y a un trouble. Oui. Mais à l'époque, j'étais encore beaucoup dans les croyances du haut potentiel, comme quoi c'était vraiment une malédiction d'être un haut potentiel. Et donc, j'espérais vraiment très fort que, en fait, elle le soit pas, tout simplement, que ça aurait été une excellente nouvelle. Parce que je te dis, j'étais encore vraiment dans ces mythes de poète maudit, quoi. Condamné à être malheureux, à être trop cruellement conscient de l'horreur du monde. Enfin, des trucs, voilà. Et je me disais, j'espère qu'en fait, c'est bien ça que ma fille, ma deuxième, au moins, elle est pas au potentiel et que
elle aura une vie plus fun, tu vois. Ça me fait penser à une maman de la classe de ma fille, dont le fils, en tout cas, est très avancé en lecture et qui, a 2 ans, elle me disait, j'espère qu'il est pas au potentiel intellectuel parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a. Mais tu vois, c'est exact, mais je l'ai vraiment sincèrement pensé. Et quand on m'a annoncé qu'elle était au potentiel, c'était quand même une bonne nouvelle. Parce que bon, du coup, elle avait quand même du potentiel. Et ça voulait dire que je me trompais pas et qu'il y avait potentiellement un TDAH. Le haut potentiel a été vraiment une bonne nouvelle quand le TDAH a été confirmé, parce que je savais que du coup, elle avait des capacités pour compenser. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai qu'on aurait pu être en errance beaucoup plus longtemps s'il n'y avait pas eu l'errance déjà de mon aîné. Là, pour ma petite dernière, je laisserai pas d'errance, là, on va y aller. Je suppose que tu n'es pas seul à avoir plusieurs enfants qui ont plusieurs troubles différents, avec une collection chacun, quoi. Chacun son paquet de cartes différents. Et on comprend comment tout ça c'est galère. On retrouve presque tout ça, sauf sur le HPI dans ton livre. C'est vrai que dans ton livre, tu en parles un tout petit peu du HPI. Tu m'as expliqué la dernière fois pourquoi, mais là, on a encore plus compris pourquoi, parce que ça fait partie intégrante de tout cet univers. C'est souvent le point d'entrée, encore une fois. C'est pas parce que les HPI sont des troubles du neurodéveloppement, pas du tout. Mais quand il y a un trouble du neurodéveloppement et un HPI, c'est le HPI qui va être vu en premier. Donc ça permet, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre aussi. C'était pour que les parents qui, comme moi, avaient eu du coup un diagnostic de HPI, alors que c'est objectivé, mais sûrement pas bien diagnostiqué, mais bon, voilà. Mais en tout cas, comme ça, quand on est déjà sur le début du parcours, on peut déjà, parce qu'on vit quand même malgré tout le reste en fait. Donc, et l'idée c'est de se faire confiance et que si on sent qu'il y a autre chose, de continuer. L'objectif c'était aussi de garder la porte ouverte pour les HPI concernés qui n'avaient pas encore les autres diagnostics. Mais c'est plutôt pas encore. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, je vous propose, s'il vous plaît, de m'aider en faisant les gestes qui aident dont je vous ai parlé en début d'épisode, et je vous en remercie intensément. Je remercie évidemment intensément Mélanie Jeannaudin pour sa contribution, sa bonne humeur, ses connaissances et son bagou. Puis si vous désirez commander le livre de Mélanie et en même temps me faire gagner quelques petits centimes sans que cela change le prix du livre, vous pouvez commander directement sur le lien que je vous mettrai en description de cet épisode. Sachez aussi que Mélanie Jeannaudin en prépare un deuxième. Espérons qu'elle repassera par chez nous pour nous en parler. Sur ce, portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud.